Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde. On a des gens qui vont arriver en décalé, je pense, mais c'est pas bien grave. Je vais les faire rentrer dans la salle petit à petit. Donc, je me présente, je m'appelle Lynn. Je fais partie du collectif du Bois du Barde. J'en suis l'accompagnatrice et la facilitatrice. Bienvenue à Mickaël. Merci. Et du coup, on va vous proposer de vivre un webinaire un peu participatif, c'est-à-dire qu'Anne-Laure va pouvoir vous présenter par tranche l'histoire du Bois du Barde. Et puis ensuite, vous allez pouvoir avoir des temps de questions sur ce qu'elle vous aura raconté. Donc, il est possible, je préfère prévenir qu'on dépasse un petit peu l'heure parce que c'est vrai qu'on aurait aimé aussi prendre le temps de partager avec vous. Donc, si vous voyez effectivement qu'au bout d'une heure, vous devez absolument partir, il n'y a aucun souci, vous nous faites un petit coucou. Du coup, je vais vous le dire aussi avant, tout de suite, pour débuter, que si vous voulez continuer à suivre ce qui se passe au Bois du Barde, il faut aimer la page Le Bois du Barde ou l'association Brest Coopération. Comme ça, vous pourrez voir tous les événements à venir. Sur Facebook. Sur Facebook. Merci. Et puis, on va pouvoir on commence à 18h05, je pense. On va laisser encore 2 petites minutes parce que je vois que les gens arrivent. Il y a le décalage horaire avec la Bretagne. Yes. C'est le quart d'heure breton. C'est le quart d'heure de Gilles. Donc, je vous invite, si vous avez des questions sur la première... Alors, vous allez voir comment ça va se découper. Anne-Laure va parler à peu près 10 minutes à chaque fois. Il va y avoir 4 phases comme ça. Donc, je vous invite à noter vos questions et quand on ouvre le temps de questions, vous pourrez poser toutes les questions que vous aurez à l'idée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a entendu? Ceux qui ont les caméras ouvertes, je vois. Alors, n'oubliez pas de réactiver vos micros quand vous voulez me répondre. Sinon, je ne vois que vos lèvres bouger. Ok, super. Voilà, alors vous avez à droite la partie conversée où vous pouvez nous adresser des petits mots. Vous avez aussi la possibilité de mettre des réactions en bas à droite, applaudir ou mettre des petits pouces ce qui vous permet de vous exprimer pendant qu'Anne-Laure parlera. Voilà, je vous ai dit à peu près tout. Donc, je vais passer la parole, Anne-Laure, et puis moi, j'accueillerai les gens au fur et à mesure. Ça marche. Bon, bonjour à tous. Merci d'assister à ce webinaire. C'est notre premier sur le Bois du Barde et sa construction et son histoire. On est très sollicités, en tout cas, moi, au bureau, depuis le confinement et la fin du confinement pour expliquer comment on a construit le Bois du Barde, comment aujourd'hui, économiquement, il est fondé. Et le Bois du Barde, en fait, son histoire, elle a commencé avec mon rêve à moi. Donc, la première partie, ça va être ça, quel diplôme j'ai passé et comment ça s'est construit. Moi, je suis picardo-normande d'origine et je suis bretonne d'adoption. J'ai choisi la Bretagne parce qu'en fait, ça m'a appelé au niveau de sa culture et de sa langue. Il y a un fort sentiment d'intergénérationnel en Bretagne, dans la culture, bien qu'en Fesnout, quand on va danser, tout ça, il y a vraiment des anciens et des petits, il y a vraiment une transmission importante. Et je pense que le mot transmission va revenir souvent dans l'histoire du Bois du Barde parce que c'est quelque chose c'est une valeur qui est importante chez moi. Moi, j'ai commencé l'animation quand j'avais 17 ans et l'histoire du Bois du Barde, elle commence là. C'est un rêve qui est arrivé dans mon adolescence où je voulais mixer en fait la partie accueil et transmission et aussi à la ferme, en tout cas en milieu rural, où j'avais envie vraiment alors d'abord les enfants avec le BAFA et après les adultes plus tard, de pouvoir transmettre en fait mes valeurs autour de l'environnement, de la protection de l'environnement, parce qu'à l'époque c'était comme ça qu'on parlait et du coup je suis plus issue de l'éducation populaire et de l'éducation à l'environnement. Donc j'ai commencé avec mon BAFA à 17 ans. J'ai fait une option animation poney, puisque pour moi l'animal poney, et alors je mets des guillemets à ce que je vais dire, est un outil pédagogique en fait, où ma vision à l'époque était vraiment d'utiliser le poney comme
comme outil pour découverte de soi, c'est-à-dire que les enfants, en fait, ça leur permettait de se découvrir eux avec leur corps, leurs sensations, mais aussi de rentrer en interaction avec un animal, avec un tiers. Et du coup, ils étaient obligés de s'adapter aussi à l'animal auquel ils étaient amenés d'avoir un lien. Et grâce à cet animal aussi, ça leur permettait d'avoir une connexion à la nature et leur environnement de proximité quand on allait faire des balades ou quand on faisait des jeux, on voyait la faune et la flore autour de nous. Donc, c'était les 2 premiers axes sur lesquels j'ai travaillé en tant qu'animatrice poney. Après, avec le temps, j'ai passé mon BFD, donc c'est pour être directeur de centre de vacances et de loisirs. C'est un diplôme de vacataire comme le BAFA, c'est très mal reconnu encore aujourd'hui et très mal payé. Mais ça m'a amené beaucoup de connaissances parce que le BFD permet vraiment de toucher à énormément de choses qui me servent encore aujourd'hui. Ça va de la gestion d'inventaire de stock alimentaire parce que il faut faire à manger pour 30 personnes et quel budget on fait, parce qu'il y a de la gestion aussi économique, du management, parce que quand on est directeur de centre, en fait, on peut avoir des équipes des fois importantes. Hein. J'ai eu des équipes avec 15 animateurs, issus de différents milieux, avec différentes expériences, et puis il faut arriver à faire bosser tout le monde en même temps. Vraiment, moi, je trouve que ces 2 diplômes, même s'ils sont très mal reconnus aujourd'hui en France, ils ont vraiment fait la base de l'histoire du Bois du Barde. Et en parallèle, j'ai quand même eu un cursus général, et puis après un bac S où j'ai été à l'épreuve de philo, je me suis retrouvée en bac pro agricole par correspondance. Donc, c'était un bac pro agricole CGEA, conduite et gestion d'une exploitation agricole, option élevage équin et culture maïs et tournesol. Je vous avoue que la culture du maïs et tournesol, aujourd'hui, je ne m'en sers pas. Mais du coup, l'élevage équin, j'ai beaucoup travaillé avec les poneys et dans un élevage de poneys, notamment à côté de Rouen, où ils avaient plus de 200 poneys avec différentes races et c'était très intéressant ce que j'ai pu apprendre là-bas. Ça a été aussi là-bas où j'ai appris à gérer une structure. En tout cas, on m'a transmis certaines choses par rapport à ça. J'ai aussi à l'époque passé des formations, un diplôme d'équithérapeute parce que j'accompagnais beaucoup d'enfants en situation de handicap avec des structures comme les IME ou des enfants qui venaient en individuel avec leur famille. Aujourd'hui, le diplôme d'équithérapeute ne se passe plus en une semaine. Ça a été beaucoup, beaucoup plus cadré. Aujourd'hui, on parle d'équitation adaptée et moi, je m'y retrouve plus avec ce terme-là parce qu'en fait, quelque part, je suis en binôme avec les thérapeutes. Aujourd'hui, au Bois du Bar, je ne fais plus du tout ça parce que je suis plus au-dessus puisque je coordonne. Mais il y avait vraiment cette envie-là aussi de faire l'équitation adaptée parce que voilà, l'animal reste un outil formidable, quel qu'il soit, de transmission et de connaissance de soi, voilà, qu'on soit un porteur de handicap ou pas. Donc, suite à ça, j'ai fait une VAE, donc validation d'acquis d'expérience, pour passer un BAPAT. Alors, le BAPAT, c'est le brevet d'animateur professionnel, je sais plus. En fait, c'est en dessous du BPGEPS qu'on a aujourd'hui. Cette VAE-là, en fait, c'était parce que les BAPAT, les BTEP et les BPGEPS sont des diplômes professionnels reconnus par le ministère de la Jeunesse et des Sports ou de la Cohésion sociale, comme on le dit aujourd'hui, et qui me permettaient professionnellement d'avoir une carte de pro au niveau de la jeunesse et sport et de pouvoir accompagner les animations de poney et les randonnées à poney sous les ordres d'un moniteur d'équitation. Voilà, l'enseignement de l'équitation est très très cadré et on ne peut pas du tout faire ce qu'on veut. Donc à partir du moment où on enseigne l'équitation, il faut un monitorat. Et puis en parallèle, en fait, j'ai fait une formation BTEP, donc brevet, donc je ne sais plus les sites peut-être aussi. Donc un BTEP, en fait, c'est les nouveaux BPGEP, c'est des brevets professionnels de jeunesse et sport. Ma spécialisation, c'était animation sociale et vie locale. Donc en fait, si on fait des parallèles, il y a le BAFA, le BFD qui sont des diplômes vacataires et à côté, il y a le BAPAT et le BTEP qui sont des diplômes professionnels avec des formations qui sont beaucoup plus longues. Mais en fait, il y a des corrélations entre toutes ces formations-là. Mon rêve, je l'ai rêvé en Picardie quand j'étais jeune adulte, c'était vraiment de créer un lieu immersif, comme je vous disais, sur une ferme ou en tout cas en milieu rural, avoir du partage et de la transmission pour que les gens puissent se connaître soi et leur environnement de proximité. La première fois que je suis arrivée en Bretagne, en fait, j'ai failli m'installer dans le Trégor, j'avais 24 ans et
projet, c'était un projet qui s'appelait la ferme équestre du poney clown, parce qu'il y avait du cirque aussi qui était mêlé à ce projet-là. Mais du coup, au début des années 2000, c'était très compliqué les projets de diversification au milieu agricole. J'avais 24 ans et j'étais une femme, donc on m'a clairement dit va te marier, fais tes gosses et tu verras après. Donc c'est ce que j'ai fait, mais pas parce qu'on me l'avait dit, parce que la vie me l'a mis comme ça. Qu'est-ce que je peux dire encore par rapport à mon parcours professionnel? J'ai essayé de faire un BPGEPS monitorat d'équitation, spécialité tourisme équestre en VAE, parce qu'il me manquait 3 UC. Et au final, pris dans la vie du Bois du Barde et toutes ces activités, en fait, pour moi, c'était dur de tout coupler. Donc, du coup, j'ai fait des choix. J'ai préféré approfondir ma connaissance et mon apprentissage de la langue bretonne, puisque je parle breton, en tout cas, je le paragine. Et que du coup, voilà, j'ai dû faire des choix. Il y a un moment, c'était renoncer, malheureusement. Et aujourd'hui, comme j'aime apprendre et que je suis curieuse, j'ai fait beaucoup de choses en autodidacte aussi, tout ce qui est et puis certaines parties de ce que j'ai utilisé au Bois du Barde. J'ai fait une formation de manager aussi coopératif avec plusieurs modules qui m'a permis en fait de vraiment d'être initiée à la sociocratie et à la gouvernance partagée, à la coopération et comment manager en fait les gens en fonction de qui ils sont pour les intégrer au projet. Et aujourd'hui, je suis en cours de validation d'acquis d'expérience par un Master 2 à Rennes 2 en management ESS, donc économie sociale et solidaire et développement du durable. Donc, je fais une VAE, donc c'est un mémoire, et donc je suis en train d'écrire un mémoire sur le Bois du Barde et d'expliquer toute son histoire et comment on fonctionne aujourd'hui. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près tout. Je ne sais pas au niveau timing, Lynn, comment on est. C'est bien, bien. Ouais, j'arrive. Tu es parfaite, ça fait 10 minutes. Du coup, je voulais savoir si vous aviez des questions à poser à Laure sur ce premier passage, cette première phase. Oui, Ella, ton micro. Bonjour tout le monde. Je suis Ella, moi je suis située dans les Côtes-d'Armor, on n'est pas très loin. Et du coup, j'espère se rencontrer réellement un jour. Ce sera encore mieux que par webinaire. Mais merci d'avoir organisé ça. Et du coup, j'avais une seule question, c'était sur les formations en sociocratie. C'était auprès de quel organisme ou association ou structure que vous les avez faites? Du coup, Lynn va pouvoir répondre parce que c'était notamment avec elle. C'était formatrice à l'époque dans cette structure-là. Alors, en fait, c'était dans une de mes anciennes structures. Aujourd'hui, on les propose au Bois du Barde aussi. Donc, du coup, ma structure s'appelle Braise Coopération. Je vais vous mettre le lien sur la page aussi. Vous pouvez retrouver toutes les formations sur notre site braise-normandie-coopération.fr. Je vais vous noter le lien dans le conversé. Parce qu'on pense que la gouvernance partagée au sein des collectifs, c'est quelque chose dont il faut prendre soin et dès le départ. Donc, on a envie de proposer ces formations au Bois du Barde. Ça répond à ta question, Ella? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si c'est bon pour tout le monde, on va te permettre de relancer, comme ça on va gagner un peu de temps. Ok, merci. Du coup, le Bois du Barde, avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, qui est un collectif d'entreprises, d'associations et aussi un collectif d'habitants, c'était avant tout un projet de famille. Je suis arrivée dans le Crèze-Braise parce que le père de mes enfants a grandi dans le Crèze-Braise. Donc, le Crèze-Braise, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le centre-Bretagne. Donc, on est au milieu. C'est-à-dire qu'on est à 1 heure des côtes du nord, du sud et des côtes de l'ouest de la pointe finistérienne, Mélionnec. C'est un tout petit village de 400 habitants. Et quand j'ai rencontré le père de mes enfants, en fait, il m'a dit viens passer un hiver en Crèze-Braise et après on verra si ça te plaît, si ça te va, parce qu'avant le réchauffement climatique, parce que ça fait quand même 4 ans qu'on a les mêmes conditions climatiques, qui sont différentes de celles que j'ai connues en arrivant. En hiver, il pouvait descendre jusqu'à -12 avec de la neige, et en été, ça montait beaucoup plus que sur la côte. On arrivait à des chaleurs à plus de 30, parce que dans le Crèze-Braise, on est sur un climat semi-continental. Et puis, des fois, il peut pleuvoir quand même pas mal. Enfin, du crachin à l'époque.
Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ce genre de climat-là. On ne neige plus ou presque pas, et l'été, il fait encore plus chaud qu'avant. Et s'il pleut, c'est plus du crachin, mais de la grosse drache bien forte qui ruisselle. Donc voilà. Donc je suis arrivée dans le Crèze-Bresse, donc j'étais très contente parce qu'ici, la culture bretonne, elle est encore plus vivante qu'ailleurs. On parle breton sur le marché. Moi, j'utilise le breton régulièrement dans le cadre de mon travail, donc c'est chouette. Et je suis contente de participer à faire vivre la culture et la langue de cette manière-là. Et l'accès au foncier, qui est souvent quelque chose de compliqué en fait pour beaucoup de projets, nous a été assez facilité puisqu'on est installé sur une partie en fait de la ferme des parents de Gilles, et on a pu racheter 10 hectares de bois et de vergers qui sont attenants et qui étaient loués par les parents de Gilles avant leur retraite. Donc, du coup, l'accès au foncier, voilà, c'était pas très compliqué pour nous. Aujourd'hui, en propre, le Bois du Barde, c'est 15 hectares et on nous prête 9 hectares de prairie de l'autre côté du village. Un projet de famille, parce que pour nous, ça faisait du sens à nous d'abord, en fait. On vit la vie enfin, moi, je vis le rêve et la vie que j'ai toujours voulu avoir, et c'est une chance incroyable de pouvoir le faire. Je le fais parce que tous les matins, j'adore faire ce que je fais. Et je n'ai pas besoin de réveil pour me réveiller. Bon, ce matin, je me suis un peu réveillée à 5 heures, c'était un peu pénible, mais voilà, j'ai la chance incroyable de juste avoir envie de me lever parce que pour moi, ce que je fais tous les jours a du sens. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est presque un luxe au-delà de notions d'argent ou d'autres choses. Et Gilles, pour Gilles, le père de mes enfants, c'est pareil. En fait. Tous les jours, il fait ce qu'il a à faire. On a un détachement aussi par rapport à ça, de l'argent et d'autres choses. On pourra en discuter, hein, si vous voulez, dans nos valeurs. Mais voilà, je pense que c'est à chacun aussi d'aller voir quelle manière il a envie de vivre et ses projets. Du coup, la première chose qu'on a fait au Bois du Barde, c'est de construire notre maison de famille. C'est une maison ossature bois paille et du coup, on l'a construite en 8 mois entre 2006 et 2007. Elle fait 180 mètres carrés. On est basé sur une longère en pierre traditionnelle bretonne et on voulait vraiment qu'elle soit bioclimatique. On a eu la chance incroyable d'avoir des copains autour de nous qui avaient aussi énormément de connaissances, charpentier, qui lui était aussi en train de construire sa maison en paille. On a fait des bassins phyto tout de suite parce que sur notre territoire, c'était autorisé. Voilà, on avait vraiment une réflexion déjà durable, en tout cas, de notre façon de vouloir vivre dans une maison saine. Et ça a été vraiment la première pierre sur notre chemin. J'aime beaucoup ce que dit Patrick Baronnet aussi. Là, il y a une dernière vidéo qui vient de sortir sur les rencontres régionales de permaculture qu'on a initiées l'année dernière, où Patrick Baronnet, qui s'occupe de la maison autonome là, dans le 44, dit que la sobriété, elle doit rester heureuse, et que c'est ça aussi qui est chouette, d'être heureux dans notre manière de voir une vie simple, et de faire les choses une par une aussi. Et ça, c'est souvent ce qu'on dit, nous, aux gens. C'est-à-dire que même nous, on est encore en train de se poser des questions sur comment améliorer notre façon de vivre en respectant le vivant et en nous respectant nous et notre environnement. Le zéro déchet, par exemple, moi j'ai commencé à le mettre vraiment dans ma vie il y a 2 ans seulement, quoi. Parce que je pense qu'on ne peut pas tout faire tout de suite, parce que l'humain, il a besoin d'intégrer, il a besoin que ça soit facile aussi malgré tout, parce qu'on est un peu fainéant naturellement, et de voir vraiment, il faut que ça soit une motivation première. Voilà, du coup, c'est un projet de vie. Et après, dans ce projet de vie-là, ben voilà, on a eu 3 enfants, donc qui ont 15, 12 et 10 ans aujourd'hui. Gilles, qui est le fondateur du Bois du Barde avec moi, on est séparés. Il est porteur de handicap parce qu'au tout début de l'histoire économique du Bois du Barde, en fait, il a eu une rupture d'anévrisme et il a un handicap cognitif à plus de 80%. C'est important dans l'histoire du Bois du Barde parce qu'en fait, on essaye toujours de l'inclure au mieux dans les décisions de gouvernance partagée. C'est pas simple parce qu'aujourd'hui, il y a, enfin, moi qui vais régulièrement en rencontre nationale des oasis, il n'y a pas de structure ou d'oasis qui inclut une personne en situation de handicap cognitif dans ses habitants. Et du coup, voilà, on est tout le temps en train de tout construire, tout le temps en train de s'adapter. Et plus il y a d'humains dans le collectif, et plus c'est facile pour moi. Et là, c'est une jolie transition que je vais faire parce qu'on est passé en collectif aussi grâce et à cause de ça. L'installation économique, elle a eu lieu en 2011. Et du coup, en fait, tout de suite, il y a eu une asso en même temps que l'installation agricole.
Mais je ne sais pas si je m'arrête là, si vous avez des questions, parce que du coup, je vais passer plus sur la partie construction du collectif. Lynn, je sais pas. Oui, je peux reprendre la main. Toi, t'es courte. Oui, non, mais c'est parce que j'ai eu peur de m'emballer sur l'autre partie après, qui est un peu plus importante. D'accord. Du coup, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Ou est-ce que c'est encore clair dans vos têtes par où on est passé au départ? Là, je suis trop complète, comme d'habitude. Et Véronique? Ah non, mais vas-y, Véronique. Oui, bonjour. Tout d'abord, je suis impressionnée par ce parcours très diversifié et on sent ce projet qui était là en fait depuis très très longtemps. Je vous écoute avec voilà plein je sens la pétillance et voilà ça fait envie en tout cas. Juste donc donc vous nous avez dit le projet c'était un projet familial au départ. À partir de quand exactement il est devenu vraiment collectif? Juste. Du coup, quand moi je me suis installée comme agricultrice en 2011, il y avait 2 structures dès le départ. Parce que en 2009, j'avais créé une association avec des amis d'éducation à l'environnement. Et quand moi je me suis installée comme agricultrice, en fait, c'était logique que l'asso prenne ses quartiers sur l'exploitation agricole. Mais en fait, il y a eu des fluctuations longtemps parce qu'en fait, moi, c'est pas que je voulais pas lâcher, mais c'est juste que on était sur place et que les copains qui étaient bénévoles n'étaient pas forcément là. Et du coup, j'ai porté longtemps le projet, les animations, tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout seul avec Gilles, en tout cas sur le terrain. Et c'est vraiment que, Lynn, elle pourra peut-être rebondir, n'hésite pas. Hein. Mais moi, je sens vraiment que depuis 3-4 ans, on est plus, il y a de plus en plus d'humains. Et ça, c'est lié à autre chose parce que, je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais moi, j'ai fait un burn-out, en fait, dû à tout ça, hein, voilà. Au niveau cérébral, c'était trop important pour moi. Et puis aussi au niveau de gérer le handicap de Gilles au quotidien. Et moi, je suis aussi une personne qui pense en arborescence. Je ne sais pas si vous connaissez les zèbres. Et en tout cas, les personnes qui ont dit à haut potentiel. Mes enfants sont tous les 3 zèbres aussi. Et dont 2 un dysgraphique et une dyslexique. Et il a fallu que je gère tout ça, quoi. Donc, en 2014, moi, j'ai fait un burn-out où, voilà, cérébralement, ça a été très, très dur. Mais du coup, après, ça m'a permis de me recentrer, de faire un travail avec la Gestalt, qui est une thérapie alternative, en tout cas, voilà, qui est holistique et qui, moi, me convenait en tant que personne qui a haut potentiel. Et où, au fur et à mesure que je me suis recentrée sur moi, qui je suis, et de retravailler sur mon estime de moi, en fait, je me suis de plus en plus mis à rayonner. Et c'est là, au niveau du Bois du Barn, où il y a eu plus de gens à vouloir s'intégrer au projet. Et voilà, en fait, plus je me suis centrée, plus aujourd'hui, depuis 2 ans, on vit des moments extraordinaires, humains, et c'est vraiment incroyable. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire par rapport au passage en collectif? Voilà, en 2011, du coup, il y a eu 2. Donc, moi, j'ai le statut d'agricultrice principale. Donc, ça, c'est une des entreprises. Il y a 4 structures du Barde. Donc, il y a la ferme, qui est à dominante arboricole. Il y a 5 hectares de vergers pommes à cidre et 300 bouleaux. On est les premiers récoltants de sel de bouleau en vente directe en Bretagne aujourd'hui. On vend dans plus de 30 biocopes et on a développé cette année le concept de bar à sel de bouleau avec des partenaires qui sont vraiment chouettes dans différentes villes de Bretagne. Et puis, du coup, la ferme aussi a un petit élevage de poneys Highland, qui sont des poneys écossais et qui sont adaptés en fait au biotope, des zones humides. On réhabilite en fait les zones humides qui appartiennent à l'écodomaine. Parce que Mélionnec est sur le château d'eau de la Bretagne. En fait. Il y a 2 fleuves qui commencent à Mélionnec et on est sur le bassin versant du Blavet et le canal de Nantes à Brest aussi. Donc ça, c'est la première entreprise. C'est une entreprise individuelle. La deuxième entreprise, c'est une SASU. C'est sympa comme nom. Une société anonyme simplifiée unipersonnelle. Elle s'occupe en fait de la partie accueil et la partie touristique. Du coup, ça fait pas longtemps qu'on l'a mis en SASU.
en fait, la partie touristique, au début de l'histoire du Bois du Barde, au niveau économique, elle était dans l'exploitation agricole. Sauf que, en fait, la partie touristique, elle était exponentielle. Et si je voulais garder mon statut d'agricultrice, en fait, il fallait sortir la partie touristique et créer une autre entité juridique. Donc, pour l'instant, on a fait le choix de la SASU parce que c'est ce qu'il y avait de plus simple. Et puis après, il y a 2 associations. Il y en a une qui s'appelle Quad Bars et qui est gérée en collégial, où nous, on est juste bénévoles. Et en fait, les gens qui sont dans l'assaut, en fait, ont des références, on appelle ça comme ça. On a une qui s'occupe des loisirs en breton, par exemple, parce qu'on accueille des colos pour enfants en breton. Il y a quelqu'un qui s'occupe de l'administratif. Il y a quelqu'un qui va s'occuper des événements culturels et quelqu'un d'autre qui s'occupe plus de la partie pédagogique. Et donc, voilà, c'est eux qui font vivre l'association, en tout cas aujourd'hui. Et nous, quand il y a des événements, ben, naturellement, on est là pour filer un coup de main et pour aider aussi à la conceptualisation. Parce que, en fait, toutes les activités du Bois du Barde viennent de ma tête. Hein. Voilà, ça vient de mon imaginaire à moi, mais qui aujourd'hui est ouvert en fait à tous les gens qui ont envie de venir. Hein. C'est pas du tout fermé. Et puis la deuxième association, c'est une association simple avec un bureau et qui s'appelle Brest Coopération. Et cet asso-là, en fait, c'est le pôle de formation où voilà, on va faire les stages de permaculture humaine, les stages de coopération, de gouvernance partagée, de l'accompagnement des collectifs. Lynn, tu pourras rebondir après parce que c'est plus elle qui s'occupe de Brest Coopération. Voilà, où on a une idée de transmission. On est passé pôle territorial de coopération économique. Donc, on dépend de l'économie sociale et solidaire comme les SCOP et les SIC pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, il n'y a que 100 PTCE en France et un qui est, enfin, comme au Bois du Barde, on est le seul à fonctionner comme ça. Après, il y en a 5 autres qui sont sur des fermes agricoles. Mais vraiment, avec ce concept-là, il n'y a que nous. Parce que les autres sont partis de l'appel à projet en fait lancé par le labo de l'ESS en 2013 et 2014 et souvent insufflé par des collectivités territoriales, des projets qui viennent des citoyens comme nous en fait. Enfin voilà, mais c'est nous qui durons dans le temps par exemple. on a plus parce que c'est une volonté vraiment qui vient de la base et pas d'élus qui tournent ou qui à un moment sont démotivés. Qu'est-ce que je peux dire encore par rapport à ça je sais pas, pour l'instant, sur la partie collective. On est devenu collectif d'habitants aussi depuis 2 ans. Au départ, c'était pas une volonté forcément première d'accueillir des gens pour vivre avec nous. Et en allant en rencontre nationale des oasis pour la première fois il y a 2-3 ans, en fait, pour moi, c'est devenu une évidence parce que je ne voulais plus être tout seul, parce que j'arrivais aussi à mettre des mots sur mes besoins et sur mes limites, et je ne voulais plus être tout seul à gérer Gilles parce que c'était juste, enfin, vraiment épuisant pour moi, même si voilà, je remets pas en question le fait qu'il soit vraiment chouette et très engagé, mais j'avais vraiment besoin de prendre soin de moi. Et donc le fait de prendre soin de moi, c'est aussi d'être entouré de gens qui sont bienveillants et auxquels on rêve ensemble d'un Bois du Barde commun. Aujourd'hui, on est 5 adultes à vivre ensemble avec les 3 enfants. Il y a des demandes en cours. Du coup, on a une charte d'accueil avec parce qu'on accueille que en habitat léger aujourd'hui, on peut faire que ça. Donc, on a intégré aussi le collectif de désobéissance fertile de John Atlas, parce que du coup, ils ont des juristes qui bossent beaucoup sur la législation des habitats légers en fait sur les terres agricoles. J'aime beaucoup ce qu'ils font. De toute façon, c'est vraiment intéressant leur recherche et leur mouvement parce que ça a du sens de faire des habitats légers intégrés dans la nature sans polluer. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour la partie collective. Je vais laisser la place aux questions. Okay. Je vais juste, avant de prendre les questions, préciser 2 petits points. Ce qui est intéressant dans la construction du Bois du Barde en tant qu'accompagnatrice, c'est qu'on grandit en même temps. Grâce à la gouvernance partagée, on avait déjà des cadres en place, des process qui nous permettaient de prendre soin de l'humain au cœur du projet. Mais là, du coup, on se confronte à la réalité d'un projet qui évolue. Et qui évolue encore et qui évolue toujours. Et ça, c'est une notion, je pense, qu'on n'avait pas forcément tous intégré au départ. Et le fait est que
maintenant, je vois bien aussi, on a un collectif d'habitants et on a un collectif de personnes qui travaillent sur le PTCE. Et du coup, c'est en train ça, c'est une évolution qui est en train de venir sur le Bois du Barde. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie qu'Anne-Laure vient de vous exposer? Sam, tu me fais coucou ou tu es en train de… Il nettoie sa caméra. Ok. Et là, alors, du coup, j'ai vu que tu avais une question. Oui, ouais, j'avais quelques petites questions. Ouais. Je me demandais si le choix du statut en SASU pour l'accueil touristique, voilà, est-ce que c'était qu'est-ce qui vous a mené à ce choix de statut? Et aussi sur les deux associations, est-ce que ce sont du coup des associations qui salarient est-ce qu'il y a des salariés pour les activités que vous mentionnez, la partie stage, formation, loisirs en breton notamment? C'était mes deux premières questions. Ok. Alors, pour la première, la SASU, ça a été long de trouver un statut parce que c'est pas simple d'être innovant aujourd'hui parce que, en fait, pendant 2 ans, j'ai tanné mon comptable de l'époque pour qu'il m'aide. Normalement, c'est un peu leur taf. Hein. Au comptable, on les paye assez tous les mois pour ça. Et il n'a jamais trouvé de solution adaptée, en tout cas, qui me convenait moi. Parce qu'en fait, clairement, la SASU, c'est moi la présidente et la gérante. Mais en fait, je peux me louer à moi-même. C'est ça. Pour sortir, en fait, et que la ferme ne perde pas d'argent, en fait, la SASU loue les locaux touristiques à la ferme, puisque c'est elle qui les a construits. Sauf que je ne pouvais pas recréer une entreprise individuelle parce que c'était me louer à moi-même. Donc, la France, comme elle est sympa, elle rajoute des cases. Donc, on crée une SASU. C'est quand même moi qui me loue à moi-même, mais il y a une case, en fait. Voilà. Et je l'ai trouvé surtout en discutant avec la CCI, donc la Chambre de commerce, en discutant en fait avec un des salariés qui accompagne. Et du coup, on s'est dit que c'était peut-être le plus approprié, le plus simple. Aujourd'hui, l'idée de la SASU aussi, c'est de glisser en scope, mais là, c'est encore dans les cartons, on travaille dessus, c'est long, parce qu'il faut qu'on s'y retrouve tous. Donc, ça fait 6 mois, 1 an qu'on en parle, voilà, ça se construit doucement. Mais en fait, la SASU, c'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment pour me louer à moi-même dans un cadre légal. Et par rapport aux associations, il y a Aquatone-Bar, enfin, au Bois du Barde, au Bois du Barde, aujourd'hui, il n'y a pas de salariés, sauf pour les colos en breton, effectivement, où il y a toute une équipe, en fait, un directeur et des animateurs, diplômés ou stagiaires, qui sont embauchés pour les colos par l'association. Parce qu'on n'a pas de salariés, on n'est pas salarié, et même si moi je suis exploitante agricole, aujourd'hui je ne me retire aucun salaire en fait de mon activité, parce que pour l'instant, tout repart en fait pour continuer à aggrader et à investir sur le lieu. On peut se permettre ça parce qu'il y a une partie des charges qui est quand même payée par les entreprises. Et c'est pas les petites, hein, l'électricité, l'eau, les téléphones, la gestion des véhicules, l'essence. Et aussi parce que on n'a pas d'emprunt sur des maisons ou des véhicules et tout ça. Donc en fait, on vit avec les allocations qu'on va toucher. Moi, j'ai 3 enfants et du coup, ben voilà, je vis avec ça. Mais on fait vivre le collectif aussi. On a un pot commun pour le collectif d'habitants. Et bon, ça, on pourrait faire une conférence aussi sur la notion d'argent, en fait, où en tout cas, nous, aujourd'hui, certains du collectif, en fait, ont enfin, par exemple, le revenu minimum universel qui est ressorti pendant le confinement au niveau en tout cas, de l'idée. Nous, on est un peu sur ces choses-là parce que, bien sûr, on n'est pas contre l'argent. On s'est convaincu du fait que ça nous permet de payer nos charges, de payer des choses, nos besoins. Mais notre motivation première, c'est pas l'argent. C'est vraiment de s'accomplir en tant qu'humain et de faire des choses qu'on adore faire tous les jours. Quoi. Et moi, comme je vous le disais, c'est ma première motivation, c'est ça, le plaisir de faire ce que je fais tous les jours. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ces questions. Merci. Mickaël, tu as levé la main, c'était pour poser une question? Yes, tout à fait. Bonjour tout le monde, salut Anne-Laure. Vas-y. Alors moi, ma question, ce serait sur, globalement, sur les 2 entreprises et les 2 associations, il y a combien de personnes en tout qui gravitent
autour de ces structures-là, et plus particulièrement au niveau de Brace Coopération. Combien de stages vous avez déjà mis en place? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est régulier? Et est-ce que vous avez du coup des intervenants formateurs qui font ces stages-là? Ou est-ce que c'est toi, Anne-Laure, qui les fait? Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'occupent de ça? Ça marche. Comment dire, je pense qu'autour des 2 entreprises et des 2 assos, les personnes actives, on doit être une quinzaine de vraiment présents et d'acteurs aujourd'hui. Certains ont des postes, enfin des postes, des rôles en fait qui peuvent être sur les 2 structures, les 2 assos, où nous on est bénévole des assos, mais on est aussi dans les entreprises. Il y a beaucoup de croisements en fait. Et après, il y a aussi les petites mains, comme j'appelle, parce que dès qu'on fait un événement, en fait, on a aussi un team de copains, de bénévoles qui sont contents de venir filer un coup de main pour tourner les crêpes, faire les entrées et tout ça. Donc là, c'est un vivier qui est différent et qui veut pas s'engager sur des actions plus complexes. Parce que gérer le budget des assos et tout, voilà, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est plus lourd. Et par rapport à Brace Coopération, c'est plus récent et c'est vraiment cette année que ça prend de l'ampleur. Et en fait, c'est Lynn qui intervient principalement pour transmettre la sociocratie, la gouvernance partagée, la coopération. Tu me complètes si j'en oublie, les créations des collectifs. Voilà, accompagner des collectifs en fait entre le rêve du dragon, le début du rêve et puis le cheminement. Et l'idée de Brace Coopération, c'est vraiment de bosser sur des projets comme celui-ci, parce que nous, on reste convaincus que les collectifs, nous, on est tout le temps accompagnés par Lynn et par Cédric, qui est un des facilitateurs qui est au Havre, et on est convaincus qu'il faut que dans l'idéal, il faudrait qu'on les voit une fois par mois, en fait, pour gérer les conflits naissants, ou en tout cas faire des jardins de la parole pour s'exprimer, pour ne pas justement continuer à engranger des rancœurs ou des choses qui, une fois que c'est dit, et puis on passe à autre chose, quoi. Donc moi j'interviens sur certaines formations, comme là on a mis en place des stages d'initiation à la permaculture ou des stages de permaculture humaine où j'interviens avec Lynn en fait pendant une semaine, parce qu'aujourd'hui je me sens plus légitime pour transmettre tout ça. J'ai mis un petit peu de temps à me sentir, mais maintenant ça va. Et puis après, on accueille aussi d'autres stages avec des demandes extérieures, comme Claire Carré qui vient avec Ozo Dansant pour les stages d'écologie profonde. Donc là, le stage qui devait avoir lieu cette semaine, en fait, à cause du Covid, a été décalé en septembre pour l'équinoxe d'automne. Mais du coup, Claire, maintenant, va venir faire 2 stages par an au Bois du Barde, un pour le solstice d'été et un pour l'équinoxe d'automne. Donc voilà, après, on a eu des stages d'Ayurveda, on a été contacté par d'autres personnes et avec d'autres thématiques qui rejoignent aussi celles des stages de CNV et autres. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Complètement, c'était super complet, merci beaucoup. C'était top, super inspirant. Je vous ai mis quelques liens dans la partie conversée où c'est des événements, par exemple, pour cet été. Avec Cédric, on vient faire des jeux coopératifs pendant une semaine au Bois du Barde, au mois de juillet et au mois d'août. Donc, ce serait l'occasion de se rencontrer si vous désirez venir. Aucun problème, il suffit de venir vous inscrire. Et puis nos pages aussi pour continuer à être informés des activités qui peuvent se passer chez nous et des stages à venir. Tu reprends la main alors? Oui, du coup l'idée c'était de plus développer, mais Lynn, je pense que tu pourrais être en binôme par rapport à ça aussi, parce que moi je vais parler de ma vision de moi en tant que manager coopératif, mais Lynn, du coup, elle, comme c'est notre facilitatrice, elle pourra s'exprimer aussi par rapport à son expérience, parce qu'elle accompagne le projet depuis le début, et donc elle a une expérience quand même incroyable, et elle a la chance, je pense que dans les gens qui forment à la facilitation et à la coopération en France, elle a la chance d'accompagner un collectif depuis sa création, du coup, depuis 10 ans. Et du coup, c'est quand même chouette d'avoir cette expérience-là, comme elle le disait. Moi, c'était plus la place aussi de la permaculture humaine et sociale, et où, pour moi, en tout cas, au Bois du Barde, on encourage les personnes qui viennent à aller vraiment chercher leurs besoins, partager les émotions et trouver leur place dans le collectif. En permaculture, enfin sur le Bois du Barde aujourd'hui, il y a moi qui suis la conceptrice,
on a un ingénieur, on a un thérapeute, on a un médiateur, enfin voilà. Et en fait, chacun a son rôle. Et souvent, ce qui revient quand j'explique depuis quelques mois, là, c'est on a une sorte de danse. Et cette danse-là, dans le collectif, elle est rigolote parce qu'elle se voit même pendant les repas. Parce qu'on est un collectif, c'est-à-dire on a chacun chez soi, mais tous les midis, on mange ensemble. Et le midi, je trouve que c'est flagrant de voir comment cette danse se met en place et que chacun a sa place. Il y en a qui n'aiment pas faire à manger et du coup, c'est eux qui vont débarrasser. Moi, je fais à manger une fois de temps en temps. On a un tableau de répartition des repas. Et Guillaume n'aime pas faire à manger, mais systématiquement, à la fin du repas, c'est lui qui débarrasse, c'est lui qui va mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, c'est lui qui va lancer le café, qui sert le café. Et du coup, il y a une sorte de danse assez rigolote à observer et où chacun a sa place, personne ne se marche dessus. Et il y a un équilibre, enfin moi je trouve une fluidité incroyable. En tout cas, moi c'est mon besoin, c'est ça qu'on recherche en tout cas au Bois du Barde. Et la permaculture humaine et sociale, c'est ça, c'est savoir qui on est, ce qu'on a envie, comment on l'exprime, et du coup comment dans un collectif on va trouver cette place-là. Et c'est comme un puzzle où chacun prend sa place. Donc voilà, je trouvais ça important d'en parler parce que des fois ça grince. Moi j'écoute beaucoup mon intuition aussi. Si je sens un petit grain de sel, et ben, je vais l'écouter, le grain là, mais je vais y faire attention. Des fois, il s'avère que, ben, effectivement, j'aurais dû l'écouter plus tôt. Mais je trouve que c'est bien quand même de donner sa chance aux gens et de pouvoir essayer de les accompagner dans leur place au sein d'un collectif. Mais malgré tout, c'est très intuitif je trouve le feeling entre les gens. Et ça, c'est une notion qui est revenue aussi pendant le confinement. Est-ce que la notion de fluidité, on devait être tous copains dans un collectif? Est-ce qu'on doit avoir une affinité importante avec tous les membres du collectif? Alors nous, aujourd'hui, on est 5, j'ai envie de dire que c'est assez facile. Mais si demain, on grossit et on passe à 18 ou à 15, ben, est-ce qu'on doit être tous copains, tous ensemble? Et j'ai pas la réponse. Hein. C'est des réflexions qu'on a eues. Nous, on lui a donné la réponse, mais elle veut pas l'entendre. C'est pas pareil. Ben moi, j'ai besoin d'être amie avec tout le monde. Voilà. Voilà. Mais les autres n'étaient pas d'accord avec ça. Et ce qui est important aussi, c'est notre gouvernance, qui est la sociocratie. Et c'est une gouvernance qui m'a amené beaucoup de douceur en fait au Bois du Barde parce que en tant que fondatrice et cofondatrice, souvent les gens qui intégraient le projet à certains moments, ils avaient l'impression que parce qu'on était fondateurs, moi et Gilles, on avait un droit de veto, forcément. Parce que le foncier aujourd'hui nous appartient encore. On espère passer sur une SCI, voire une SCI citoyenne plus tard. Mais c'était lourd pour moi de penser que les gens, ils n'avaient pas leur place dans le projet et qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer ou proposer des initiatives et tout ça. La sociocratie, ça nous a vraiment permis d'arriver à une légèreté de gouvernance où chacun a sa place, chacun apporte une idée qui en plus a gradé par le collectif. Puis aussi, on a un cercle de sages. C'est-à-dire qu'en fait, on a 4 ou 5 personnes qui sont à l'extérieur du Bois du Barde et eux, leur mission, c'est quand on envoie en fait des demandes, ils vont avoir un recul extérieur en fait et nous donner leur avis. Et des fois, ils ne viennent pas de l'année au Bois du Barde. Hein. Mais il y a ce recul-là et c'est important pour moi au niveau affectif et émotionnel. Parce que comme moi, je suis hyper sensible et que je ne suis pas du tout coupée de mes émotions, je suis plutôt noyée, enfin, je gère ça comme je peux, mais c'était très dur pour moi de dire non aux gens ou de recadrer. Donc avec le temps, j'ai appris à mieux le gérer, hein, mais le système de la sociocratie me permet vraiment d'avoir, voilà, il faut qu'on en parle au reste du collectif, il faut qu'on en parle au stage, et c'est pas me cacher derrière quelqu'un, mais ça me protège quand même. Après, du coup, chaque pôle a un cercle opérationnel, donc il y en a un pour la ferme, il y en a un pour le camping, il y en a un pour chaque asso, il y en a un pour les habitants et les woofers. Et du coup, on fait des réunions en fonction de ce qu'on a besoin, c'est plus pratico-pratique. Et puis après, une fois par mois, on a des réunions plus stratégiques où il y a un représentant de chaque cercle opérationnel. Du coup, ça va être des questions plus d'ordre, je vais prendre un exemple énorme. Demain, sur le camping, on rase tout et on met 10 mobilhomes avec des fosses sceptiques et tout ça. Voilà. Et là, je sais que, voilà, il va y avoir des objections, parce qu'en sociocratie, on s'objecte. Et pour s'objecter, il faut que ça mette en péril la structure. Donc là, éthiquement, juste au Bois du Barde de mettre que des mobilhomes, on va dans le mur par rapport à ce qu'on fait. Ou parce que c'est personnel, parce que ça va dépasser mes limites en tant qu'humain. Et du coup,
on l'exprime et puis du coup, c'est discuté. Donc voilà, Lynn, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses par rapport à la sociocratie. Alors, en fait, c'est une sociocratie qu'on a agrémentée de communication bienveillante, en fait. On a appris aussi des outils de la coopération qu'on a intégrés. La sociocratie, c'est 4 piliers principaux. C'est être en cercle, faire des décisions par consentement, avoir des seconds liens, c'est-à-dire des personnes qui sont élues pour venir sur les cercles stratégiques qui sont au-dessus, et l'élection sans candidat. Rien qu'avec ça, on peut fonctionner en gouvernance partagée. Le problème, c'est que si on n'y met pas de la communication bienveillante, si on n'intègre pas des outils participatifs, ça peut rapidement devenir rébarbatif, quoi. Donc, c'est pour ça qu'Anne-Laure, tout à l'heure, elle a évoqué aussi le jardin de la parole. Ça ne fait pas du tout partie de la sociocratie. C'est un outil de communication non violente qu'on a mis en place. Parce que le moindre petit caillou dans une chaussure, ben, si vous le gardez pendant longtemps, ça peut devenir très pénible. Et en fait, vous pouvez péter un câble sur rien. Alors que si vous aviez exprimé que vous avez un caillou dans la chaussure et que c'est un point de détail, mais que ça vous permet de mieux vivre, et ben, vous ne le gardez pas et vous ne transportez pas des bagages qui, au bout d'un moment, fait que vous ne pouvez plus vivre avec et que vous allez exploser ou quitter le collectif sans rien dire ou ne plus respecter les règles. Donc, ce jardin de la parole, pour nous, il est assez précieux pour garder l'ambiance au sein du collectif. Et au Bois du Barde, on a entendu du coup des besoins aussi de créer du lien, de sortir du lieu pour continuer à explorer ces liens, mais à l'extérieur du lieu, d'aller faire une baignade à l'étang ou manger un truc quelque part. Donc tout ça, ça fait partie de ce qui se met en place, de ce qui se coud. Et tout à l'heure, je disais effectivement qu'il y a une différence entre le collectif des personnes qui viennent travailler et qui n'habitent pas et des personnes qui habitent mais qui ne travaillent pas forcément non plus à la ferme. Donc du coup, ça va être 2 rythmes de vie. Et effectivement, par rapport au souhait d'Anne-Laure de vouloir que des amis dans ce collectif, peut-être que là, c'est dans le collectif d'habitants qu'il va falloir faire des choix. Alors que dans le collectif de travail, on peut avoir des relations de travail et pas forcément amicales. Donc, on est en train d'étudier ça et on est en train de mettre ça en place. C'est bon pour toi, Anne-Laure ? Ouais, mais je vais juste repartager des choses qui me viennent à l'esprit. Là, c'est aussi la gestion d'un manager coopératif, comme je peux l'être sur le Bois du Barde, où j'ai une vision très matriarcale en fait du leader en fait qui mène un peu la barque, avec une gestion très horizontale, mais aussi avec une verticalité. J'ai une vision globale du dessus, c'est ce que j'explique souvent aux autres. Et en fait, je vais accompagner chacun. Et si chacun, dans les tâches qu'il a à faire, je vois qu'il y a des soucis, en fait, c'est mon rôle en tant que matriarche d'aller voir, en fait, qu'est-ce qu'il y a. Je vois bien que là, on avait prévu que ça soit fait en 15 jours. Et puis, je vois bien que tu es envahi, tu t'es démotivé et tout. Qu'est-ce que tu as besoin, en fait? Est-ce que tu as besoin que le groupe vienne t'aider et que du coup, là, avec les 2 woofers qu'on a cette semaine, hop, on se fait une journée tous ensemble parce que comme ça te permet déjà de ne pas galérer tout seul. Voilà, c'est d'accompagner les gens quand on voit qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils devaient faire, en fait, ce qui était prévu de faire. Et, juste, je me permets de te couper 2 petites secondes. Ça c'est le point aussi important du changement du chef sociocratique, c'est que le chef, lui, surveille et nous, dans ce management-là, on veille sur. Et ça, c'est quelque chose qui change complètement la posture du chef. Il n'a plus le rôle d'arriver avec la réunion préparée, faite, l'ordre du jour. Il est là pour participer au même niveau que les autres à la réunion avec des propositions qui vont pouvoir être traitées. Et souvent, Gilles, il parle aussi, par exemple, les woofers qu'on accueille, alors c'est pas tout le temps, hein, mais ils sont encore dans un système, comme ils disent, du monde normalisé ou de l'ancien monde. On n'a pas un système pyramidal ici. En fait. Les gens qu'on accueille, on filme, ou même nous, chacun prend des initiatives, chacun sait ce qu'il a à faire dans sa journée, on discute et chacun s'organise en fait. On demande beaucoup d'autonomie aux gens qu'on accueille en film et de prise d'initiative, parce qu'on voilà, le système pyramidal classique, c'est pas du tout notre fonctionnement. Et parfois, il y a des incompréhensions qui se créent. Hein. Et la CNV aussi, c'est important parce que
alors, comment je peux l'expliquer, d'exprimer, en fait, moi je suis très factuelle, en fait, aujourd'hui, quand il y a des choses qui ne me conviennent pas à moi par rapport à mes besoins, je vais poser des constats, en fait. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a planté des plantes tout au long des nouvelles fleurs qu'on avait récupérées, et en fait, en faisant le trou, a mis la terre du trou dans le chemin, et a mis la plante, et puis a laissé en fait plein de tas de terre comme ça dans le chemin. Et moi, j'arrive avec la débrousse, l'herbe avait repoussé, hein, au bout de 15 jours, 3 semaines, et j'arrive avec la débroussailleuse, et là, en fait, je passe la débrousse, l'herbe se coupe, et en fait, tous les tas de terre me viennent dans la tête. Donc bon, j'avais des lunettes et tout, hein, j'ai pas été blessée. Et du coup, je vais voir la personne qui venait de faire ça, et je lui dis factuellement, ben voilà, c'est hyper dangereux. J'aimerais bien que tu puisses tu vois, nettoyer les tas de terre et tout, parce que ben voilà, ça m'a mis en insécurité, ça peut être dangereux. Est-ce que tu veux bien les reboucher, quoi, ou en tout cas déplacer les tas? Et cette personne-là ne le fait pas une première fois. Donc je vais le revoir, et je lui arrête. Enfin, tu vois, les semaines passent, le même topo se fait. Mais le souci, c'est que moi, j'étais factuelle là dans ma manière d'agir, sauf que la personne en face de moi avait des blessures, et du coup pensait que, enfin, culpabiliser en fait de ce que j'étais en train de lui dire, et dans son schéma encore ancien monde, comme dirait Gilles, ben du coup, il me prenait pour son chef, en fait, pour son patron, quoi. Et après enfin après et avant même, hein, dans son fonctionnement, moi, il venait tout le temps me voir. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et tout ça, et moi ça m'envahissait énormément, quoi. Donc voilà, on a un fonctionnement où il faut aussi savoir dire ses émotions, ses besoins à partir de ce qu'on observe. Et comme dit Lynn, un besoin n'est pas une exigence aussi, et c'est important de le prendre en compte. Voilà. Et du coup, en fait, c'est le fait d'avoir des personnes aussi qui ne font pas ce qu'elles disent, ça nous permet de travailler sur la charte et nous dire, ah bah tiens, on a rajouté un point sur le fait que les personnes nouvelles seront accompagnées d'un binôme pendant un certain temps durant leur premier mois de vie au collectif, pour qu'elles puissent petit à petit intégrer les process, mieux connaître le fonctionnement, et qu'en même temps, ça soulage Anne-Laure, parce que du coup, souvent, comme c'est elle qui connaît mieux tous les process, ça pèse sur elle, et du coup, on revient à la fatigue mentale, on revient au burn-out, et maintenant, on est hyper vigilant à ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Oui, Ella. Bah, tu commençais, enfin je te tutoie du coup, mais tu commençais à répondre par rapport à l'accompagnement en binôme, et je me demandais justement, quand vous intégrez, bah, par exemple dans la construction des 5 personnes qui habitent maintenant sur le lieu, est-ce que les personnes ont déjà été sensibilisées à la sociocratie et à ce mode de fonctionnement, ou est-ce que vraiment il y a aussi des personnes qui arrivent et du coup c'est vraiment vous qui apportez l'accompagnement à l'apprentissage de la communication bienveillante et des outils et des méthodes, quoi. Est-ce que les gens arrivent avec un bagage ou pas forcément? Tu veux que je réponde, Lynn, ou tu réponds? Bah, je peux répondre si tu veux. Alors, pas forcément. Là, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est de former les personnes présentes, justement, peut-être chaque année, à faire des sessions assez courtes pour qu'elles puissent intégrer plus rapidement les process. Mais tout le monde est bienvenu. Et après, avant qu'ils arrivent, par contre, ils ont la charte, ils ont les conditions d'accès au collectif. Enfin, du coup, là, tu parles de la charte, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, pour moi, est important. J'en ai parlé un peu, mais qui au départ de l'histoire, n'était pas quelque chose d'obligatoire, en fait, dans la charte, et qui l'est devenu au fur et à mesure. C'est le développement personnel. En fait, tous les gens qui intègrent le collectif, ils doivent avoir une volonté de travailler sur eux, parce que sinon, c'est juste pas gérable, en fait. À partir du moment où on doit apprendre à accueillir ses émotions et exprimer juste ses besoins, déjà, ça, c'est un travail sur soi énorme, parce qu'on n'est pas du tout habitué dans notre société aujourd'hui à exprimer clairement ses besoins. Et du coup, ben, c'est des pratiques longues et fastidieuses dans le temps de peser ses mots. Enfin, peser. Moi, j'aime bien jouer avec les mots, et Micha aussi. Dans le collectif, on est des gens, voilà, il y a des mots que j'ai arrêté de dire. J'évite de m'excuser d'avoir éternué. Enfin, parce qu'avant, je disais tout le temps, je suis désolée, pardon. Voilà.
Ça, c'est des choses que j'ai appris à gérer au fur et à mesure, en fait, et à moins m'excuser pour tout et n'importe quoi. Et puis, il y a aussi l'utilisation des gros mots, par exemple. On en a parlé pendant le confinement, parce que des fois, ça nous heurtait, nous, dans notre petit conduit auditif. Et du coup, on parlait de ça, parce que Gilles, quand il s'énerve facilement pour rien, il va dire « Oh putain, fais chier », tout ça. Et puis, à chaque fois, moi, ça fait des « ouh » au fond de moi, là. Donc, du coup, on exprimait notre besoin de qu'il fasse attention. Mais après, bah, voilà, c'est pas des exigences, c'est pour lui, c'est compliqué. Donc, le développement personnel, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, on va même plus loin, parce que par exemple, Micha et moi, voilà, on est passionnés par tout ça. On aimerait bien être formés au forum de Zeg. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est la ville de Zeg en Allemagne, mais voilà, c'est des communautés comme, alors j'ai oublié le nom, comme en Écosse. Je ne sais pas si tu te rappelles la communauté en Écosse. Là. Tu sais, on a le jeu là que nous a offert un auteur. Ah, zut, j'ai oublié. Mais du coup, voilà, il y a des communautés quand même qui vivent depuis très longtemps et qui ont développé des outils de gouvernance et de travail et de vivre ensemble qui sont juste extraordinaires, quoi. Et on aimerait bien vraiment avancer et pousser le truc gentiment, mais on le fait parce qu'on est curieux et ça nous anime. Et du coup, de le ramener après au Bois du Bar, c'est vraiment chouette. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux? Oui, Véronique? Oui, pour revenir sur la question d'Ella, imaginons que à la fin de votre conférence, l'un de nous que vous ne connaissez pas vraiment vous dise « Tiens, moi, je vais intégrer le projet ». Ça passerait, j'imagine, forcément par une phase d'adaptation. Voilà, ma question, elle est sur cette intégration en fait de nouveaux participants. Est-ce que ça passe par des phases quand même d'approche, que les personnes travaillent ou vous les connaissez depuis de longue date, ou il est déjà arrivé que vous sentiez en fait, Anne-Laure parlait de son ressenti, il pourrait arriver que vous connaissiez très peu une personne et que vous disiez tiens là on va essayer. Le premier qui a intégré le collectif, c'est Guillaume l'année dernière. Et en fait, lui, il est arrivé par le site Ouf France, en fait, et il m'a fait un CV, et on cherchait un ingénieur, en fait. Donc, c'était juste, il répondait à un besoin vachement important chez nous. Et du coup, il est arrivé en disant, bah, j'aimerais bien venir un mois et plus, si ça me plaît. Et du coup, ça fait 1 an qu'il est là. Et parce qu'au fur et à mesure, en fait, très vite, il y a eu un feeling avec Gilles, avec moi. Il avait sa place sur le jeu, ça se sentait. Hein, et c'était très autonome dans sa façon de voir les choses aussi. Donc, ça a collé tout de suite. Quoi. Micha, il est venu en woofing 15 jours en décembre. Et il est revenu bosser pour la récolte de sel de boulot. Et au bout de 3 semaines, il a demandé à intégrer le collectif. Voilà, je pense qu'il y a différents profils. Aujourd'hui, on a quand même vachement, pas cadré, mais la charte, elle s'est vraiment aggradée au fur et à mesure. Mais ensemble, hein, on en a discuté de plein de petits détails qu'on ne pensait pas forcément. Les ressources financières, les besoins de chacun et aussi l'inclusion. Aujourd'hui, pour revenir au Bois du Barn, le premier truc qu'on file, c'est la charte. Donc, je t'avoue qu'avec le confinement, on a eu énormément de demandes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des prises de conscience. Du coup, mais une fois qu'on donne la charte, en fait, on perd les 2 tiers des gens. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, moi, ça me fait peur, en fait, ont un bout de terrain et disent « Ah, viens, mets ta caravane et tout ». Moi, je suis persuadée qu'il faut un cadre parce que c'est juste nos besoins. Dans la charte, il y a les besoins individuels de chacun, en fait. Et en fait, c'est notre cadre à nous, mais qui est évolutif quand on intègre quelqu'un. On ne s'est pas fermé d'avoir une charte. Et une fois qu'ils ont lu la charte, dernièrement, on a mis en place des repas partagés pour ceux qui envisageaient de venir vivre en habitat léger sur le Bois du Bar. Donc là, on est voilà, c'est depuis la fin du confinement hein, qu'on a commencé à faire ça, parce qu'on avait énormément de demandes. Et c'était une manière de ne pas fermer. On ne savait pas comment gérer ça au départ. Hein. Donc, on a décidé de fonctionner comme ça. Donc là, les gens qui sont venus au premier repas partagé, sur les 4 foyers, il y en a un qui est parti sur autre chose, et puis parce qu'en fait, ils préféraient s'acheter un camion et aller se balader en France. Et les 3 autres, en fait, l'idée, c'est qu'ils viennent quand ils ont envie, pour l'instant, parce que là, c'est l'été, que certains ont un camion aménagé ou veulent venir sur le camping.
Et donc là, vu que c'est l'été, c'est possible de voir en mode Woofing Plus, en fait, comment la danse, elle se fait avec le reste de l'équipe. Et puis après, une fois que ça sera passé, je pense, à l'automne, ceux qui voudront vraiment inclure le Bois du Barde, ça sera décidé en réunion. Et puis, il y a 1 an d'inclusion. C'est-à-dire que pendant 1 an, tous les mois, on rediscute, en fait, c'est des contrats entre nous, de est-ce que c'est bien, est-ce que ça doit être ça. Et là, on est vraiment au début de plus de cette histoire-là. Voilà, j'ai dit. On a mis en place ce système-là parce qu'on sait très bien que dans la vie de groupe, il y a différentes phases et qu'au début, il y a toujours la lune de miel et on est toujours content de se trouver, on est toujours content de présenter la meilleure version de nous-mêmes. Et après, il y a le naturel qui revient au galop et puis il y a nos besoins et puis il y a plein de choses qui viennent s'intercaler. Vivre au Bois du Barde, c'est vivre dans la nature, c'est vivre, c'est accepter de vivre. Par exemple, Guillaume, lui, il a vécu dans une caravane et c'était son choix. Il devait monter son habitat léger. Et du coup, c'est faire face à toutes ces conditions de vie qui viennent des fois en contradiction avec l'idéal qu'on a rêvé de vivre dans un collectif proche de la nature, dans le milieu de la campagne. Rostrenin, c'est pas Rennes. Du coup, C'est pas vrai, c'est jugeant, c'est bien Crèze-Bresse. Mais le Crèze-Bresse est génial. Après, si tu veux aller au cinéma, par exemple, faut pas louper ta séance parce le film ne va passer qu'une fois. C'est pas vrai, il y a 4 cinémas à moins d'1 quart d'heure et tout associatif. Alors, vous voyez, c'est pas qu'elle n'ait pas de parti pris, mais presque quand même. En tout cas, c'est vrai que, voilà, il y a l'idéal que les gens se font dans leur projet. Il y a la réalité. Et du coup, c'est bien d'avoir une zone tampon où chacun peut se sentir libre de dire à l'autre, là, il y a un problème. Là, on peut sortir. Et vous avez une porte de sortie. Vous n'êtes pas engagé. Vous n'avez pas signé pour vivre quelque chose qui ne va pas vous plaire pendant X temps. Et du coup, c'est pour ça qu'un point mensuel, c'est bien pour ça. Parce que du coup, les gens qui sont engagés dans le collectif, ils ont un rôle à jouer. Mais ils ne peuvent pas partir non plus quand ils viennent. Ils s'engagent à respecter le cadre de la sociocratie. Et du coup, quand ils veulent partir, il y a un process, il y a une demande. J'aimerais pouvoir partir de façon à ce que le collectif ne se retrouve pas d'un seul coup déséquilibré et puisse préparer cette sortie dans de bonnes conditions. Il y avait autre chose à ajouter, Anne-Laure ? Non, je trouve que c'est pas mal ce que tu dis. Du coup, je vois qu'il est 19h et on a déjà des personnes qui nous ont quittés. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser par rapport à ce qu'on vous a exposé ? Et du coup, je vois qu'il y a des demandes de charte dans la conversation. Donc, J'ai mis le mail. Disponible en ligne ou... Non, mais je pense que si vous voulez la charte, vous m'envoyez un mail. J'ai mis le mail dans le chat là. Et voilà, sur les pages, si vous aimez les pages, vous allez pouvoir suivre tout ça au fur et à mesure aussi. Peut-être juste une dernière question, mais sinon, je pourrais peut-être vous envoyer aussi un mail parce que ça commence peut-être à faire long. En fait, nous, on est en démarrage de projet. Je dirais qu'à l'inverse de Anne-Laure, c'est quelque chose qui vient au bout pour moi de toute une vie, voilà. Mais la question qu'on se pose, moi je connaissais la SCI et du coup la question que je me pose c'est entre Scope, SAS coopérative, voilà, là du coup comme on démarre et que tout est neuf, comment on construit ce projet alors je ne sais pas s'il y a une réponse ou une possibilité d'avoir des éléments sur cette question. Si tu veux, juste pour te répondre rapidement, en fait, il faut dissocier 2 choses. Donc, si c'est un projet d'habitants, de vie en commun, ou s'il y a un projet aussi économique. Parce que nous, on est une des rares oasis en France à être aussi économique et on s'est construit d'abord en fait, sur une coopération économique. Et après, on est devenu une oasis de vie. Et donc, c'est ça les statuts vont changer par rapport à ça. Parce que là, j'ai entendu SCI, donc il y a 2 choses. Il y a les SCIC, donc ça, c'est les sociétés civiles immobilières citoyennes, donc c'est pour l'accès au foncier. Et on a le même cycle, en plus, qui sont les SIC. Et du coup, là, c'est pour les coopérations économiques. Donc, nous, à Mélionnec, il y a une SIC de producteurs locaux dont on fait partie, qui est l'épicerie du village. Donc, il faut différencier les deux. Et puis après, la SAU, la SASU, c'est aussi au niveau économique. Donc en fait, Véronique, je pense qu'il faut que vous clarifiez déjà, vous, votre projet,
c'est quoi la base en fait, tout Il simplement. est double. Il est double. En fait. Aussi, Ouais. d'accord. Donc, du coup, c'est un peu compliqué pour moi de te répondre comme ça. Alors, Il faudra peut-être qu'on fasse des strates aussi. Mais merci infiniment. alors, parce que je voilà. peux aussi t'amener ce petit point, c'est que quelle que soit la forme juridique que vous allez choisir, il y a aussi votre forme de gouvernance que vous pouvez dissocier. C'est-à-dire que, par exemple, une SCOP, c'est une voix, un homme ou une femme, du coup, c'est un vote démocratique à la majorité. Ça n'existe pas en sociocratie puisqu'on est en prise de décision par consentement. Donc, il y a les statuts juridiques que vous êtes obligé de respecter et il y a la forme de gouvernance que vous souhaitez vivre. Ils sont deux choses différentes. Tout à fait, ouais. Merci pour cette précision importante. Dominique, tu as bougé tout à l'heure, mais je n'ai pas vu si tu avais une question ou si c'était juste parce que tu as bougé. Micro. Non, c'est juste pour dire que j'ai bougé. D'accord. Ok. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose à rajouter, Anne-Laure? Non, à part, moi je reste convaincue que les fonctionnements comme le nôtre, c'est l'avenir. Je ne suis pas le seule à le dire en fait. J'ai toujours un peu du mal parce que j'ai l'impression de ne pas être humble en disant ça, mais de créer des lieux comme… Alors nous, on fait partie du réseau des oasis, mais aujourd'hui, on est aussi en lien avec le réseau des archipels, qui a été notamment créé par Patrick Vivray, qui est philosophe, et on est en lien avec certains qui font partie des réseaux archipels. Et voilà, il y a plein de réseaux différents. Moi, ce qui m'a un peu manqué dans le confinement aussi, avec toute cette crise sanitaire, c'est tout le monde pensait au monde d'après et tout ça, mais je trouve que ça manque encore de rassemblement. C'est dur de fédérer les gens parce qu'en fait, il y a des égos. Politiquement, il y a des oppositions aussi. C'est pas toujours simple. Mais aujourd'hui, je pense que le monde d'après, il a aussi besoin beaucoup de se rassembler. Et là, je fais un petit clin d'œil sur une conférence que je vais donner début août dans le Centre-Bretagne autour de la place du féminin dans la transition. Mais je pense que les femmes, on a un rôle à jouer et les hommes aussi, à équilibrer notre féminin et notre masculin et d'avancer ensemble. Et on est beaucoup de femmes à être comme moi dans l'ombre, en fait, en étant militantes et engagées. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de prendre la parole et il faut qu'on la prenne. Après, je ne sais pas comment, c'est pas simple. Moi, ça fait, du coup, avec la construction vraiment économique du Bolivar, ça fait 10 ans. Et je commence un peu à fatiguer au niveau com et tout ça. Aujourd'hui, on commence à avoir un regard extérieur qui est hyper intéressant. Mais voilà, il faut qu'on essaie, mais il faut qu'on puisse transmettre notre façon de travailler parce que ça fait 15 ans, 10 ans qu'on est dessus et qu'on a notre expérience à transmettre. Mais il faut qu'on nous donne la parole aussi aujourd'hui. Et au Bois du Barn, là, on commence à travailler avec l'Université de Bretagne occidentale, l'UBO, à Brest. On est en train de monter un comité scientifique en place avec des chercheurs et des universitaires. Et il faut que les ponts se fassent pour qu'on avance ensemble. Et voilà, c'était juste le mot de la fin. C'était la conclusion. C'était la conclusion, quoi. Voilà. En tout cas, si vous avez tous des projets, j'espère qu'ils… Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir transmettre. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez pas donc à nous retrouver à travers nos pages, nos événements et autres. Venir manger un bout lors d'un repas partagé. Même quand tu seras… Alors, je ne sais plus qui était à Cuba, mais je crois qu'elle est partie. Mais sinon, elle est bienvenue avec nous quand elle sera de revenue en Bretagne. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée et une belle soirée. À bientôt tout le monde. Bon courage. Belle soirée. Merci. Belle soirée à vous. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.